je reconnais en toute sincérité que notre parcours est atypique. Il est vraiment atypique. Et il est tout à fait normal que certaines personnes qui ne l'acceptent pas inventent leur histoire. Fulbert Camonier, quand on allait en Belgique à l'époque, on se faisait insulter dans les bars, où les gens disaient, toi c'est qui? Tu veux être président, regarde-toi d'abord. Au fond, ces gens n'avaient pas tort. Hein? Parfois, nous-mêmes, quand on regarde les photos, aujourd'hui, on se dit, bon, on n'avait quand même pas de tête. Mais on était à fond dans notre histoire. Je salue ceux qui ont fait les efforts pour être là, ceux qui sont venus avec moi du Cameroun, parce que, en fait, vous allez vous demander pourquoi ils sont tous là. Comme on ne pouvait pas aller dans toute la diaspora, nous nous sommes arrangés pour que certains d'entre nous aillent dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent de Belgique, d'autres qui viennent d'Italie, d'autres qui viennent d'Espagne, ainsi de suite. Et moi, je vais d'ailleurs repartir et certains vont rester pour continuer à parler à nos compatriotes dans tous ces pays-là. C'est pour ça que à ceux qui se demandent pourquoi ils sont venus, en fait, on n'est pas tous venus pour la France, on se retrouve juste ici pour cette rencontre. Mais quand je pense au début, et ça je vais vous le raconter, beaucoup de gens ne connaissent pas le début de cette histoire. En fait, j'étais chroniqueur dans une radio, Equinox Radio. Et un jour, je dois faire une chronique sur les profils camerounais qui ressemblent au président Macron. À l'époque, le phénomène Macron battait son plein en France. Je suis à Bamenda ce jour-là, à l'ouverture des Jeux universitaires, et je fais une chronique, comme j'en faisais depuis 2 ans, sur les profils à la Macron. Et après ma chronique, dans un échange à bâton rompu avec M. Sam Séverin Ango, qui présentait cette émission à l'époque, il racontera plus tard qu'il m'a fabriqué. Merci pour lui. Il me pose la question, mais vous citez les autres, pourquoi vous ne vous citez pas vous-même? Et je réponds spontanément, j'ai toujours eu un projet pour le Cameroun et l'année qui vient, je compte le présenter aux Camerounais. J'ai répondu spontanément parce que depuis mes 24 ans, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai été porte-parole de l'appel de 1000 étudiants, 5000 étudiants contre la réélection de Paul Biya. Et je m'étais promis à moi qu'une fois que j'aurai l'âge d'être en capacité de candidater, ben je le ferai. Donc je réponds spontanément. Et puis la chronique se termine. Et puis voilà, je me prépare pour aller à l'ouverture des Jeux universitaires. Quand je descends au hall de l'hôtel, le réceptionniste me dit « Congratulations, Mr. President, we are behind you. » Je dis « Mais de quoi il parle ?» Ok, ben je passe, intrigué. Dès que je mets mon nez dans le bus, à l'époque la crise anglophone commençait, donc on était sécurisé et tout, on est à Bamenda. Tout le monde me dit dans le bus « Félicitations, ne recule pas, on est derrière toi. » Je dis « Mais de quoi vous parlez au juste ?» « Mais tu as annoncé ta candidature à l'élection présidentielle. » Je dis « Moi, j'ai annoncé ma candidature. Oui, j'ai dit que j'ai un projet pour l'an prochain, mais enfin, je ne l'ai pas dit comme ça. On dit « Mais attends, tu n'es pas allé sur Facebook ?» Eh bien, j'ouvre Facebook, je trouve une affiche. Je découvrirai plus tard qu'il a monté, Daniel Nongwe. Je le découvrirai plus tard. Et je vois une affiche avec ma photo tenant le drapeau où je dis « J'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. » J'arrive à l'ouverture des Jeux universitaires, le ministre de l'Enseignement supérieur arrive, M. Fameux Ndongo. Il me dit « Ah tiens, tu veux nous challenger maintenant ?» Je dis « Bon, ok, tant qu'à faire, ben, je vais le faire. » Les médias commencent à appeler. Ben, il faut que tu confirmes, il faut que tu confirmes. Et là, je suis un peu troublé, je l'avoue. Je n'avais pas prévu que ça se ferait comme ça. Et je m'isole un moment. Je me dis, quels sont les éléments de langage que je dois développer maintenant? Je raconte là ce que je n'ai jamais raconté. Et puis, je me souviens que j'avais fait une chronique sur les inscriptions sur les listes électorales. Et j'avais noté que dans cette chronique sur Equinox, si les gens ne sont pas inscrits, ils ne peuvent pas œuvrer pour le changement. Et j'ai dit, mais tiens, voilà. Je veux 11 millions d'inscrits pour confirmer ma candidature à l'élection présidentielle. Ceux qui se souviennent de l'interview que j'avais donnée à Canal 2 à l'époque, c'est ce que j'avais dit. Pour faire court, un jour, mon téléphone sonne.
Un monsieur se présente comme le chef d'antenne d'Elections Cameroun, à Douala. Il me dit, monsieur Libi, est-ce que vous confirmez que vous serez là demain, à Ange Raphaël? J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais vous avez envoyé des gens nous voir, non? Vous organisez une séance d'inscription sur les listes électorales demain. J'ai dit, ok, oui. Je fais comme si le réseau dérange, je raccroche. Et je commence à me demander de quoi il s'agit en fait. Et puis je me rappelle qu'un jour, j'ai reçu le coup de fil de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a dit, grand frère, on vous a suivi. Nous, on est en train de s'organiser, il faut que vous veniez à Douala. Je rentre donc dans mes échanges, je tombe sur le numéro et je vois qu'il m'avait même envoyé un message. Je rappelle la personne. Il est aujourd'hui secrétaire national aux affaires politiques, M. Christian Djokongo. Je l'appelle. Je lui ai dit, bon, gars, tu m'avais appelé un jour là. Oui, mais grand frère, on t'a relancé, tu n'as jamais réagi. Nous, on est même allé voir Elekam. On a dit à Elekam que c'est toi qui nous as envoyé. Donc, on se disait que quand ils vont t'appeler, peut-être que tu vas dire que tu ne nous connais pas. J'ai dit, tiens, en fait, je ne vous connais pas. Mais j'ai fait comme si le réseau dérangeait. Donc, je vais les rappeler tout à l'heure pour leur dire que c'est vraiment moi qui vous ai envoyé. Et c'est ce que je fais. Le gars de l'ECAM confirme. J'appelle donc un individu, il est aujourd'hui secrétaire national à la communication, M. Armand Okol. Pourquoi je l'appelle? Parce qu'un jour, à la sortie d'une émission, Armand Okol me dit, tu sais, Cabral, si tu ne vas pas à l'élection présidentielle en 2018, c'est que tu as raté ta vie. Comme ça, il me l'a dit comme ça, à brûle pour point. Et il me dit, le jour où tu te lances, appelle-moi. Donc je l'appelle. Bon, mais en fait, je l'appelais vraiment parce qu'il travaillait à LTM à Douala et moi, je ne connaissais pas Douala. Je l'appelle, je lui dis, bon, ce dont tu m'avais parlé là, tu te souviens, peut-être que l'affaire est en train de commencer. Il faut qu'on aille à Douala demain. Il me dit, ok. On arrive donc à Douala, Ange Raphaël, il y a un petit restaurant en bas, on s'y assoit, on ne connaît personne là-bas. On regarde au carrefour, il n'y a rien. Je dis à Armand, est-ce qu'on n'a pas voyagé pour rien? Il me dit, bon, tant qu'à faire, prenons un café et puis on rentre. Ça va, on s'est fait avoir. Et pendant qu'on y est, on voit un individu qui passe avec un t-shirt, il a le pouce-pouce, hein, ceux qui, les Camerounais connaissent le pouce-pouce. Et il y a des montures d'une tente dedans. Je le touche, je lui dis, peut-être que ce sont nos gens-là. Il me dit, observons d'abord. Il passe et il retrouve un autre groupe de personnes, ils se mettent à monter des tentes. Il me dit, ça peut être ces gens-là. Et on sort. Et dès qu'on sort, un monsieur vient vers moi et il se présente comme le chef d'antenne Elekam. Tiens. Il me dit, oui, mais enfin, nous on est là depuis, on ne voit rien. Et on se disait que c'était un canular. J'ai dit, non, mes gars, ils sont là. Ils sont là. Et je monte avec Armand Okol. Et c'est là que je rencontrerai pour la première fois les Jean-Louis Batoum, les Fritz France Messé, les Thomas Malanga, la vague que vous connaissez, tout ce beau monde-là. Ils font des photos, ils mettent sur la toile. À midi pile, il y avait à cet endroit près de 1000 personnes. Je prends peur et je m'en vais me cacher. Jusqu'à ce qu'on commence à m'appeler avec insistance que la presse est là, il faut que tu viennes répondre de ce que tu as organisé. Et c'est comme ça que tout est parti. La suite à Yaoundé, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que, au congrès d'Onkola Famba, lorsque nous avons ajouté « Il y a Dieu dedans », dans notre cri de guerre, ça avait tout son sens. Il y a des gens, lorsqu'ils se lancent en politique, ils sont suivis par leurs camarades de classe, par leurs membres de famille. Dans mon cas, ce n'était absolument pas cela. Alain Kouedjou, qui est en face de moi et qui est représentant du PCRN en Côte d'Ivoire, je ne me rappelle même plus très bien comment on s'est vu pour la première fois. Oui, je crois qu'avec Mohamedou Mokhtar, Jean-Pierre Signé qui a parlé là tout à l'heure, je ne sais même plus exactement mais comment on s'est vu pour la première fois. Et qui m'a dit, moi je suis de la société civile, je suis à fond dans cette affaire. Si on se noie ensemble. C'est comme ça cette affaire. Et je reste convaincu que cette affaire ira quelque part. C'est pour cela que je reste convaincu qu'ensemble nous allons réussir. Et juste la dernière. Parce que dans tout ce que je raconte là, on arrive donc au carrefour.
faut payer 30 millions. J'ai jamais eu un tel montant de ma vie. Nous voilà en réunion au QG. Quel QG? Il y en a ici. Lorsqu'on a lancé cette affaire, on faisait des réunions dans les bars. Donc on achetait quelques jus jusqu'à ce que les barmen commencent à nous remarquer que vous là, vous n'êtes pas simple. Et notre premier bureau, nous l'obtenons à l'avenue Kennedy grâce à un monsieur qui est le président d'une association de handicapés, monsieur Joseph Pouagam. Je suis invité à une réunion qui parle du handicap. Et à la fin de la réunion, il me dit, mais vos bureaux sont même où là, vous les 11 millions là? J'ai dit, non, on n'a pas de bureau. Il dit, mais vous faites réunion où? J'ai dit, bon, on va de bar en bar. Il me dit, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Je dis, non, on n'a pas de bureau, on n'a pas les moyens. Il me dit, bon, ok, moi je vais vous donner la salle de réunion de mes bureaux à l'avenue Kennedy, à l'immeuble CNPS. C'est comme ça que nous avons nos premiers bureaux. Et dans ces bureaux, quand les élections arrivent, voilà l'affaire de 30 millions. On va bientôt déposer les candidatures. Je convoque donc une réunion, je dis, bon, qu'est-ce qu'on dit? On avoue qu'on n'a pas l'argent. Et on blaguait seulement. Ou bien, on fait comment? Il y avait un camarade à l'époque qui travaillait à Orange. Et Orange, tiens, couleur orange, venait de lancer les comptes marchands. Ça ne faisait même pas un mois que les comptes marchands étaient lancés. Il me dit, gars, tu sais, avant de rendre les armes dans cette affaire, demandons. Si on ne nous donne pas, on dit qu'on n'a pas. Mais demandons d'abord. Et puis moi, je travaille dans une boîte où on vient de lancer les comptes marchands. Même notre concurrent a lancé des comptes marchands. Ouvrons des comptes marchands. Mais il nous faut un compte bancaire, on n'en avait pas. On ouvre notre premier compte bancaire dans une banque que je ne vais pas citer. Quand le DG de cette banque, qui était à l'époque député, se rend compte qu'on a ouvert le compte, il clôt le compte et licencie la fille qui a ouvert le compte. Je ne cite pas la banque. Et c'est comme ça que nous ouvrons notre compte et nous lançons les comptes marchands. Un jour, je passe à Vision 4, Ernest Obama. À l'époque, je passais à l'époque comme chroniqueur, enfin avant. Ernest Obama me dit, est-ce que tu as l'argent pour payer la caution? Je dis, bon, je vais te dire la vérité, tu es mon ami, je n'ai pas. Il me dit, bon, je vais faire un petit coup de bluff. Ouais, tout ce que je dis là peut nous être préjudiciable. Il me dit, je vais annoncer que tu as la moitié. Et qu'il faut que les gens t'aident à avoir l'autre moitié. Eh bien, c'est le truc qu'il fait à son émission. Quand l'émission finit, il y a un journaliste à Douala qu'on appelle Cyril Bojiko. Il m'appelle. Il me dit, j'ai suivi l'émission d'Obama, mais mon petit doigt me dit que tu n'as pas l'argent. Je dis, gars, tu as tout deviné, je n'ai pas. Il me dit, quitte Yaoundé, viens à Douala. Là-bas, là, c'est trop bureaucratique. Ici, là, je te reçois demain à mon émission. Tu vas voir, tu vas lever les fonds. Et c'est comme ça que je voyage pour Douala. Il me reçoit en effet, et son truc a marché. Les gens venaient me donner de l'argent. Il y a un camarade aujourd'hui dont je cite toujours le nom, Mesmel Lieu-Dieu, qui est venu me donner, il vendait au marché, il est venu me donner, je crois, 50 000 à l'antenne. Sauf qu'au bout, on est à 2 jours du dépôt du dossier, on n'a que 15 millions, avec tout ce bruit-là. Maintenant, il faut trouver les autres 15 millions. Donc la question se pose à nouveau, est-ce qu'on s'arrête ici? On dit la vérité, on quitte sur ça. Et c'est là qu'un camarade, est-il encore nécessaire que je cite son nom, un fils de Mokolo dans l'extrême nord, M. Hamatoukou Gandhi, me dit, tu seras candidat de gré ou de force. Je m'en vais chercher l'argent. Gandhi va s'amener vers 3 heures du matin avec un petit sac et me dit, j'ai 15 millions dans le sac. Lorsque nous arrivons au trésor public le lendemain à 8 heures, je trouve mon camarade de fac à la trésorerie, il se met à rire. Il me dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je dis, je viens payer 30 millions. Il me dit, tu les as eu comment? Je dis, compte l'argent. Et comme on faisait des collectes partout, donc l'argent avait une forme bizarre. Il y avait les 500, les 1000 francs, les 2000, les tchang-tchang. Un journal m'avait dessiné à l'époque sous un manguier avec la sébile de mendiant. Et c'est comme ça que nous y sommes parvenus. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Je vous ai raconté tout ça, pourquoi? Parce que lorsqu'on a un parcours atypique, les gens inventent une histoire.
Tout ce que je vous raconte là, on ne l'a écrit dans aucun livre pour le moment et tout. Mais comme ça paraissait bizarre, parce que les gens se disaient, mais cet individu, son histoire qu'il raconte là, qu'il a demandé de l'argent, il a obtenu, il se prend pour qui? Pourquoi il est le seul à qui on donne de l'argent comme ça? Il ment. On a donc inventé une histoire tout à fait crédible, que c'est le pouvoir qui m'a donné. Bon, et le pouvoir ne s'est pas défendu plus que ça. Ils ont dit, mais puisque vous dites que c'est nous, mais c'est nous. C'est ça, les parcours atypiques. Souvent, il y a quelqu'un a faim, il passe une nuit affamé. Il prie à 4 heures du matin, demande à Dieu de lui envoyer un homme miraculeux qui va lui donner à manger. À son réveil, à 7 heures, il croise quelqu'un dans la rue qui lui tend 1 million de francs. Quand il prend cet argent, il court chez le prêtre pour qu'on bénisse l'argent. Parce qu'il se dit, pourquoi quelqu'un peut me donner autant d'argent? Il veut me vendre. Oubliant qu'il a demandé un miracle à 4 heures du matin. La vérité, c'est ça. C'est que nous voulons le changement, mais lorsque le changement débarque, nous sommes les premiers à douter encore du changement. Bon, maître, il ne faut pas que tu te sens offensé. Maître Nyem Joël, il est quand même l'un des rares camarades de classe qui m'a suivi dans cette aventure qui est là. Je vous prie d'applaudir pour sa présence. Donc, chers camarades, chers compatriotes, j'ai opté aujourd'hui pour cette version-là. Vous raconter un peu le côté humain de cette aventure. Pour que vous soyez rassurés. Parce que je sais qu'ici, dans la diaspora, vous êtes pollués de tout et n'importe quoi. Je sais. Je sais. D'aucuns disaient même que cette salle ne pourrait pas se remplir. Parce que tellement, on a inventé tout sur moi ici dans la diaspora. Et comme vous êtes loin, ben vous avalez tout ce qui passe. Il y a toutes sortes de bonimenteurs qui se lèvent et qui racontent leur vie. Je reste convaincu que notre parcours, nous l'avons par la grâce de Dieu. Et je reste convaincu que nous y arriverons par la grâce de Dieu. Croyez-y. Croyez-y. N'en doutez point.